Alors bonjour à tous, aujourd'hui dans cet enregistrement on va voir ensemble des conseils essentiels pour faire face à la crise, le Covid, l'organisation, l'optimisation et la transformation digitale. Alors déjà on va commencer par un truc simple, c'est déjà parler en fait de conseils vraiment simples et concrets pour essayer de lutter contre cette fameuse crise du Covid et faire en sorte que votre entreprise surnage dans cet océan de problèmes qui commence à s'amonceler. Donc la première chose en fait c'est vous dire qu'est-ce que font les gens quand ils vont rechercher un prospect ou qui vont taper le nom de votre entreprise. Maintenant, ils n'ont plus la possibilité d'aller vous voir en réel. Il y a le bouche à oreille qui joue beaucoup. Et une partie du bouche à oreille, c'est tout simplement votre fiche Google My Business. Parce qu'en fait, quand vous tapez sur Google, là, si moi maintenant je tape allez, conseil marketing sur Google, eh ben, c'est important que quand ma fiche sorte, ça soit pas mal. Par exemple, moi, on voit qu'il y a 6 étoiles, j'ai les horaires d'ouverture, j'ai mon numéro de téléphone, j'ai ici un post en fait avec une dernière promo, et j'ai des choses comme ça, j'ai le site internet, enfin bref, voilà, donc c'est important que lorsque l'on tape votre nom d'entreprise dans Google, ce soit valorisant. Et c'est vraiment important parce que en plus Google a mis en place des choses intéressantes. Si vous avez des locaux physiques, vous pouvez mettre des heures d'ouverture avec des aménagements spécifiques, vous pouvez mettre si vous faites du click and collect, vous pouvez mettre des adresses de site internet, etc., etc. Donc ça c'est vraiment important d'aller optimiser ça, mettre des photos et demander en fait aux gens de mettre des avis si vous n'avez pas encore d'avis. Voilà. Et donc d'ailleurs si vous y pensez, tapez conseil marketing, pas le .com, juste conseil marketing dans Google, laissez-moi un petit avis, ça me fera plaisir et ça permettra d'enrichir le profil. Donc en fait comment on fait ça? Tout simplement vous allez dans l'espace d'administration de Google My Business et là, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Vous pouvez même lancer une petite promo. C'est ça, Noël, Black Friday, promotion, comme vous le souhaitez. Et c'est assez intéressant parce que comme ça sera affiché directement dans votre espace sur Google My Business. Deuxième chose, dans un contexte où on va être de plus en plus digital, où les gens en fait vont recevoir des emails, seront bombardés, et on le voit actuellement, hein. Moi, je vois dans le domaine des webinaires. Auparavant, on était très peu à faire des webinaires et forcément, on n'avait pas beaucoup d'invitations. Là, moi, je suis bombardé d'invitations des webinaires sur LinkedIn, des invitations webinaires par email, sur Facebook, sur Twitter, etc., etc. Donc en fait, on est vraiment bombardé de communication sur des webinaires, ça devient de plus en plus dur de sortir du lot. Et c'est pour ça que moi, pour les webinaires, j'essaie de créer un événement. Un événement, vous le faites comment? Vous pouvez le faire de différentes manières. Soit avec un sujet qui est vraiment super tendance, pas forcément facile tout le temps. Deuxième chose, c'est mettre des intervenants qui sont vraiment originaux, prestigieux. Troisième chose, c'est créer un événement. Moi, je l'ai fait par exemple avec le CX Summit. C'était 2 jours de conférence avec une affiche qui était waouh, super alléchante. Et l'autre intérêt de faire ce truc-là, c'est que vous allez aussi capitaliser sur les bases de vos partenaires parce que vos partenaires vont communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Petite précision qui est super importante. Si vous voulez faire cela, donc miser sur des partenaires pour être visible, faites une chose importante, donnez-leur une ligne de promotion et un dispositif de promotion qu'ils vont essayer de plus ou moins de suivre. Alors ne soyez pas super exigeants, ne leur demandez pas d'envoyer d'emails à leur base d'abonnés, mais dites-leur, en échange de la participation, est-ce que tu peux au minimum faire un petit teaser? C'est-à-dire qu'en fait sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook ou Insta ou je ne sais quoi, tu vas faire un teaser 2 semaines avant et on se fait ensemble une petite vidéo, une petite interview, ou alors tu te filmes avant. Tu peux faire également, voici un dispositif de promotion avec les visuels, les liens traqués. Alors les liens traqués c'est super important parce que comme ça vous allez voir les partenaires qui jouent le jeu et ceux qui ne jouent pas le jeu. En leur donnant un URL qui est dédié pour eux, vous allez tout de suite voir ce qu'ils vont faire. Ensuite, vous leur dites, est-ce que tu pourrais pousser un email sur ta base et tu peux mettre en copie. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'envoyer sur toute ta base, envoie peut-être que sur une partie de la base, voilà. Et ensuite, mentionnez-les sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn pour avoir aussi de la communication régulière. Et ensuite, relancez-les par mail une fois que vous avez fait la com, surtout si la personne n'a pas encore balancé son emailing en disant tiens, en fait, est-ce que tu as eu le temps de faire l'email et qu'il te manque quelque chose, etc., etc., etc. Et après, vous pouvez même faire un truc en plus, hein, c'est que vous allez faire vous-même vos propres communications. Et vous pourrez encore faire, par exemple, tous les jours, si vous avez plusieurs speakers, vous allez pouvoir mettre attention, il y a machin de telle entreprise qui intervient vendredi à telle heure, vite, inscrivez-vous, blablabla. Voilà.
Donc ça c'est une petite astuce. Il y en a pas mal et d'ailleurs je ferai sans doute un article dédié sur le sujet prochainement. Alors pourquoi je vous dis ça, hein, parce qu'en fait, moi j'ai remarqué, il y a beaucoup de partenaires en fait qui sont OK pour participer à des webinaires, mais très peu qui font une véritable communication. Et je sais que moi j'essaye de jouer le jeu comme le plus souvent possible, soit en fait en faisant un email sur ma base, dans ma newsletter, soit tout simplement après en faisant un article sur le replay et en envoyant un email sur le replay. Voilà. Donc il y a vraiment des choses à faire comme ça. Autre chose, c'est également d'humaniser vos publications. Comme je le disais, dans un monde de plus en plus digital, tout le monde reçoit des messages et si vous avez un message très corporate, très lisse, ça va pas y aller. Ça va pas le faire parce que les gens vont dire ouais, ok, d'accord, c'est encore un xème webinar, c'est encore une xème promotion. En fait, ce qu'il faut faire, c'est créer du lien, créer de l'émotion, créer du relationnel. En fait, ça, on ne peut pas le faire si on est trop neutre. Alors il faut accepter d'être clivant, je dis toujours, clivant, c'est-à-dire qu'on a un point de vue dédié, on est spécialiste d'un domaine, on a un avis sur quelque chose, etc. etc. Alors il ne faut pas bien sûr avoir un avis sur tout, et éviter les sujets tendancieux tels que le Covid, la religion, la politique et tout ça. Mais c'est important en fait de donner un avis particulier ou donner un prisme là-dessus. Par exemple, moi il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un article sur la politique du gouvernement. Je dis voilà actuellement la politique de communication du gouvernement, c'est jouer entre guillemets l'effet de fausse annonce, enfin plutôt de préparer le grand public, des citoyens, sur une décision en faisant des pré-annonces, faisant fuiter des choses, ce qui fait que les gens, une fois qu'ils ont eu une semaine avant l'information, ils sont un peu soit énervés, soit ils sont lassés, ils se disent voilà, on est défaitistes, on est devant le fait accompli, on se dit ok d'accord, ça sera ça, 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 ça. Ça permet en fait c'est une technique qui permet en fait de réduire les gens qui sont réfractaires à une décision. C'est un petit peu le truc classique que lorsqu'on fait en communication, hein. Si vous annoncez tout de suite une mauvaise nouvelle, les gens vont dire oh non, c'est pas possible. Tandis que si vous faites un petit peu un truc, voilà, il va y avoir une situation grave, attention, préparez-vous, etc., etc. Les gens ont un peu plus de possibilités de subir le choc et ils vont pas tout de suite se rebiffer en fait. C'est un petit peu la technique du crapaud dans une casserole. Si vous mettez un crapaud dans une casserole, il va sortir parce qu'en fait il ne voudra pas se brûler. Par contre, si vous mettez à faire bouillir petit à petit la grenouille ou le crapaud, et ben il se dira ah non mais c'est bon, ça va passer, mais à la fin il sera ébouillanté. Voilà. Donc comme ça, c'était un post en fait que j'ai créé qui était sur cette manière de communiquer qui peut fonctionner mais qui était un petit peu lassante. Donc je l'ai fait sur LinkedIn et de manière assez étonnante, j'ai pas eu autant de retours que je pensais. Pour moi, je pensais qu'un sujet polémique comme ça allait un petit peu déchaîner les émotions et en fait finalement pas forcément. Donc là, je suis en train d'essayer de faire quelques petits tests depuis à peu près une semaine ou deux. J'essaye en fait de faire des contenus qui sont plus sur l'émotion, sur les interactions, que des contenus à valeur ajoutée pure. Et je vais doser un petit peu les deux. Pourquoi? Parce que moi en fait sur LinkedIn typiquement je fais beaucoup de contenus à valeur ajoutée pour avoir des conseils pour faire ceci, comment mettre en place cela, blablabla, tous ces trucs là. Et je me rends compte que ça a plutôt un succès certes d'estime, les gens trouvent ça sympa, mais on n'a jamais la viralité ou presque. Ou alors pour avoir la viralité, les fois où j'ai eu ça, c'est que j'ai par exemple mis à disposition un contenu qui était vraiment original, vraiment intéressant, une checklist, une mini vidéo, un truc comme ça, mais qui était vraiment quelque chose qui normalement est payant, que vous offrez en gratuit, là ça marche. Mais si vous offrez juste en fait des conseils ou des astuces ou des machins qui ne seraient pas payants d'habitude, vous aurez du mal à avoir de la viralité. Donc en fait, l'autre solution, c'est simplement de mettre de l'émotion. Et mettre de l'émotion, c'est faire réagir les gens avec un point de vue souvent clivant, comme je le disais, un point de vue qui est un parti pris assez important et qui va déchaîner un petit peu les passions. Alors bien entendu, le but, ça ne sera pas d'aller complètement dire n'importe quoi et aller dire des choses un petit peu imbéciles et uniquement faire de la polémique pour faire de la polémique. Il faut faire des choses un petit peu intelligentes et demander de l'avis aux gens. Mais voilà, donc ça je suis en train de faire quelques petits tests et je pense que je vous en parlerai d'ici quelques semaines. Voilà.
Alors, ça c'était de manière un peu plus zoomée sur les réseaux sociaux, mais en fait, de manière globale, vos communications doivent être de plus en plus personnelles. Vous devez en fait mettre votre photo, vous devez mettre votre signature, vous devez mettre votre philosophie, votre vision, votre mission là-dessus. Montrez également à vos clients que vous n'êtes pas que là pour vendre, envoyez des contenus à valeur ajoutée. Quand vous faites un emailing, généralement un email sur deux, un email sur trois doit être payant, quoi, hein. Pas tous vos emails. Dites-vous plutôt, si j'étais client, quels seraient mes besoins, mes problèmes et comment vous pourriez y répondre. Montrez également à vos yeux qui sont vraiment importants, par exemple avec une vidéo de soutien et des offres spéciales Covid qui sont je dirais gratuites ou très peu chères, offrez des facilités de paiement. En fait, vous vous rendez compte que quelqu'un qui sera en difficulté et que vous aidez, en fait, sera beaucoup plus enclin à s'en souvenir plus tard. Tandis que quelqu'un qui a du succès et que vous courtisez, forcément, vous serez un parmi tant d'autres et ça passera pas. Un exemple, sur LinkedIn, en fait, il y a toutes les nominations des gens qui sont nommés à un nouveau poste. Moi, en fait, régulièrement, je félicite, je dis bravo, etc. Blablabla. C'est un truc qui est intéressant. Et vous avez de fortes probabilités après d'avoir une personne qui veut changer les choses, changer d'outil, changer de solution, et vous pourrez essayer de vendre quelque chose. Mais il ne faut pas non plus négliger les gens qui sont en fait à la recherche d'emploi ou qui sont en difficulté. Et si eux, vous les aidez en leur apportant du conseil, par exemple, moi, il y a certaines personnes qui sont open to work, c'est-à-dire qu'en fait qui sont chômeurs actuellement, qui recherchent un travail. Moi, je leur dis, si tu veux, je peux t'aider de deux manières. Si tu as un point de vue intéressant, je te propose de faire une interview sur mon blog, blablabla. Et en fait, ça lui permet d'avoir un coup de projecteur, de la visibilité, etc. Et moi, d'avoir un contenu de qualité. D'autre part, il y a certaines personnes qui me disent bah oui, je cherche un travail, j'utilise LinkedIn pour prospecter. Et dans ces cas-là, moi je leur fais une promotion spéciale, voire ça m'est arrivé de leur donner ma formation LinkedIn. Donc en fait, comme ça, quelqu'un qui est aidé, qui est accompagné, se souviendra beaucoup plus de cette aide-là et que vous étiez là pour le soutenir quand il était en difficulté que quelqu'un en fait qui était vraiment sursollicité, qui était courtisé, etc. Voilà. Donc apportez aussi des conseils, en particulier sur vos produits, hein. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de vendre tout le temps des nouvelles versions, mais par exemple, comment ils peuvent mieux les utiliser, des idées d'utilisation, des fonctions méconnues, etc., etc. N'oubliez pas en fait que si vous êtes tout le temps à vendre, les gens à la fin, ils vont plus aller regarder vos contenus, hein. Voilà. N'oubliez pas également que le temps de vos prospects est précieux. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en 2019 et en 2020, je l'ai mis en application. C'est qu'en fait, j'essaye de faire gagner du temps aux clients. Gagner du temps, c'est dans les contenus, faire beaucoup plus synthétique. À un moment donné, je faisais des vidéos qui étaient très 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 longues et même, vous voyez, ces enregistrements-là durent une demi-heure, 45 minutes, hein, ça dure quand même pas mal de temps. Mais j'essaye d'être synthétique, voilà, et de dire les idées et donner un maximum d'informations en un minimum de temps. De même, éviter tout ce qui est jargon, etc. Parlez le langage de tous les jours. Montrez que vous vous souciez d'eux, que vous êtes disponible. Tenez-les informés de ce qui se passe, hein, que vous puissiez leur donner de l'information qui va être vraiment, vraiment intéressant. Menez également une petite enquête auprès de vos clients. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Qu'est-ce qu'ils pensent de la marque? Comment vous pouvez les aider? Etc. etc., etc. Donc mettez un petit peu de l'émotion et puis n'hésitez pas aussi de jouer sur le physique. Le physique, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, en fait, tout le monde reçoit des dizaines d'emails tous les jours. Par contre, recevoir un courrier papier, un goodies ou n'importe quoi, là, c'est un petit peu étonnant. Et c'est vrai que moi, il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai organisé donc ce fameux sommet, le CMX Summit. Ça m'a pris, j'ai compté plus de 29 heures minimum temps complet, en cumulé, minimum 29 heures, donc vous imaginez quasiment une semaine complète à préparer ces 2 jours de webinar, sans parler des fameux 2 jours, hein, de webinar. Et donc en fait, j'ai envoyé un cadeau par la poste, des chocolats aux personnes qui ont participé, et ceux qui étaient en physique ont reçu une boîte de chocolat en live, et ça leur a fait vraiment plaisir, quoi. Et ils se sont dit, ah ouais, c'était très gentil, etc., etc. Voilà, donc n'oubliez pas que vous pouvez faire aussi des petits trucs comme ça, une carte postale, un courrier papier, ou des choses comme ça peut toujours être vraiment intéressant. Troisième point également, au lieu de faire des promotions et de casser les prix, essayez plutôt d'apporter de la valeur. Voilà, il y a pas longtemps, j'étais en train de voir ma petite crêperie qui a vraiment du mal à passer cette période difficile parce qu'en fait, ils sont un petit peu en dehors du centre-ville de Colombes, là où j'habite. Ils n'ont pas de fichier client, ils n'ont jamais eu l'idée de prendre les coordonnées des personnes. Donc pour eux c'est compliqué parce qu'en plus les gens n'ont pas le réflexe d'aller prendre des crêpes à emporter. Et en plus ils avaient pas de compte sur Deliveroo, Uber, etc. Et donc en fait pour eux forcément il faut que les gens pensent à eux.
Et c'est vrai que y a une ou deux choses qui ont été faites, hein. Ben, la femme du propriétaire s'est baladée un petit peu dans Colombes et a rencontré quelques personnes, ses clientes, et ça a permis de renouer le lien. Deuxième chose, en fait, je leur ai dit, mais attendez, vous savez que vous avez tout le monde qui souvent appelle au téléphone pour réserver des tables chez vous quand c'était ouvert. Est-ce que vous pourriez pas obtenir des factures détaillées avec tous les numéros de téléphone des personnes qui vous ont contacté pour leur envoyer un petit SMS? Alors certes, c'est pas très RGPD friendly parce que vous allez prendre vos factures détaillées, envoyer des SMS à des gens qui ont peut-être pas forcément donné leur autorisation pour leur envoyer un message, mais comme vous êtes en difficulté, il faut savoir parfois un petit peu casser les règles. Voilà. De toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Dans le pire des cas, vous allez avoir des gens qui vont dire arrêtez de me harceler par email, mais si vous passez un message qui est justement humain, qui montre un petit peu votre entreprise, ça va être totalement compréhensible. Si vous leur dites bonjour, voilà, on est la crêperie Bidule de Colombes, vous aviez l'habitude de venir chez, vous êtes déjà fait chez nous, vous avez l'habitude de venir chez nous. J'espère que vous allez bien dans ce contexte, parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Nous en particulier, voilà, on a des difficultés parce que la crêperie ne marche pas très bien, vendre en portée, c'est pas difficile, c'est pas dans les mœurs. Et donc nous aussi, voilà, on essaie de faire de notre mieux pour essayer de maintenir l'activité. Et n'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir et faire en sorte que nous soyons toujours là après le confinement, n'hésitez pas à commander à emporter. D'ailleurs, pour vous remercier de votre soutien, nous vous offrirons une crêpe Nutella pour toute commande effectuée. Voilà. Vous voyez un petit peu le truc, et rajouter près une petite photo des deux propriétaires du local, de la crêperie. Tout de suite là, waouh, on se retrouve dans quelque chose d'humain. On n'est pas en fait à demander et à faire à votre bon cœur, mais on est vraiment sur quelque chose d'assez humain. Donc là, j'ai inventé totalement le texte, hein, mais grosso modo, voilà, on est vraiment dans un texte très très humain et on n'est pas du tout dans le discours corporate du genre, voilà, on est disponible pour, on fait de la livraison à domicile de crêpes, n'hésitez pas à commander, je vous file 10 euros de réduction. Non, on n'est pas du tout là-dessus, on est sur l'humain et le relationnel, et essayer de toucher cette petite corde sensible qui fera que la personne va penser à vous et va commander. Voilà, donc essayez plutôt d'apporter de la valeur plutôt que de casser les prix. Casser les prix, offrir des réductions, mais le problème c'est que ça va nuire à votre image, ça va brouiller l'image de prix, les gens vont attendre des promotions, ça va faire des guerres de prix avec les concurrents, etc. Essayez plutôt d'ajouter du service complémentaire. Alors donc dans l'exemple de crêperie, j'avais parlé d'une crêpe bonus ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je sais que à chaque fois qu'on y va maintenant, ils nous offrent en fait des petits jus d'orange et jus de fruits parce que forcément ils n'ont pas pu ouvrir pendant un an, et ces jus d'orange là vont bientôt être périmés dans un an, enfin dans quelques mois. Donc pour eux ça leur coûte pas très cher, et pour la personne qui le reçoit c'est également intéressant. Voilà. N'hésitez pas donc à ajouter des services complémentaires, extension de garantie, un audit gratuit ou des choses comme ça. Ou alors créer un pack promo. Moi je l'ai fait pour Noël. Vous pouvez regarder sur mon site, hein, il y a un pack promo avec mes plus grosses formations avec quasiment 50% de réduction. Et pour faire ce pack promo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mes meilleurs produits et je les ai tout compilés avec une réduction. Et en fait, ce prix du pack est un peu plus cher qu'un produit tout seul. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais que la plupart des gens achètent juste une formation généralement, puis c'est que 6 mois, un an plus tard qu'ils reviennent éventuellement pour une deuxième formation. Donc là, comme ça, en fait, je suis gagnant parce que j'arrive à leur vendre tout de suite en fait un pack avec la totale de mes formations, alors que je sais que tout le monde ne le fera pas. Voilà. Et puis vous pouvez aussi offrir des petits goodies. Vous pouvez faire produire exprès, je sais pas, un carnet personnalisé, un tapis de souris un peu confortable ou quelque chose qui sert lors du confinement. Quatrième point, mettez en place un comité Covid-19. Ça, c'est quelque chose qui est important si vous êtes dans une PME. En fait, le problème, c'est que souvent, on attend du dirigeant ou du service marketing ou du service commercial qui fasse tout. Et en fait, c'est à eux de décider, et puis les autres collaborateurs disent non mais la direction elle fait rien, oh, non mais c'est vachement grave, il faut faire quelque chose. Et en fait là, c'est souvent en fait un problème dans pas mal d'entreprises où le dirigeant pense que c'est de sa responsabilité de trouver la solution. Alors il stresse, il est sous pression, il n'a pas forcément des interactions directes avec le client, et puis il ne sait pas un petit peu comment ça se passe. Donc comme ça en fait, il vaut mieux en fait monter un comité Covid-19 qui permet en fait de
déjà avoir l'impact, avoir les visions respectives, mais surtout en fait de pouvoir en fait juger un petit peu de ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses. Par exemple, adapter vos process, voir le moral des équipes, mais également trouver des bonnes promotions. Ça c'est important parce que parfois, moi je l'ai vu, on a fait des offres spéciales comme Covid-19 pour nos clients, et ben en fait on s'est rendu compte que finalement le département service avait des idées, tiens il y a un truc simple à faire, on nous a demandé ça, il y a un client qui nous a demandé ça, de l'envoi de SMS, de l'envoi de messages, peut-être qu'on peut proposer ça comme une prestation gratuite ou payante dans le cadre du Covid-19. Voilà. Donc ça, c'est vraiment essentiel parce que ça va permettre en fait de mutualiser en fait cette charge mentale, de diversifier les points de vue et de trouver en fait des plans d'action qui sont être originaux. Alors si vous êtes tout seul, si vous êtes entrepreneur, là par contre c'est plus compliqué parce que vous n'avez pas tout le monde autour de vous pour discuter. Donc dans ces cas-là, faites en fait ce que j'appelle moi un coaching mutuel. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir quelqu'un qui est plutôt dans un secteur d'activité proche du vôtre, qui connaît un petit peu ses clients, sans être un concurrent direct, bien entendu. Si possible, quelqu'un d'un peu plus senior que vous, et vous allez partager ensemble vos idées. Moi, ce que je fais, c'est en fait tous les mois, j'ai un déjeuner virtuel avec Raphaël. On se prend 1 heure à 1 heure et demie et on parle de nos problèmes, on parle de nos solutions, on parle de nos objectifs et on se challenge nous-mêmes, on se donne des objectifs, etc., etc. Et ça permet d'échanger sur vos problématiques, vos idées et d'avoir un point de vue externe. Et rien que le fait de parler de ça, d'avoir quelqu'un qui vous pose des questions, c'est essentiel. Alors, un truc qui est important quand on fait ce genre d'action-là, proposez bien sûr des actions, mais mettez-vous aussi en mode coaching. Alors, poser en mode coaching, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de dire à la personne, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, etc., c'est plutôt lui dire, mais qu'est-ce que tu en penses? À ton avis, est-ce que si tu faisais ça, ça te permettrait de faire quelque chose? Non? En fait, le fait de poser une question, ça fait en sorte que la personne va aussi se poser des questions, ça va maturer dans sa tête et ça va donner des actions plus tard. Par exemple, avec Raphaël, parfois elle me dit des trucs et puis ça trotte dans ma tête pendant 1 mois, 2 mois, puis 3 mois plus tard, je dis ah tiens, finalement, ce que tu m'avais dit il y a 2 mois de ça, j'ai fini par le mettre en place. Voilà. Cinquième point, bon, ça c'est un truc assez classique, c'est faites un check de votre trésorerie. On voit bien dans une entreprise, dès qu'il n'y a plus de cash, tout s'arrête. Donc c'est vraiment important de voir comment vous dépensez votre cash. Moi je l'ai fait, je regarde un petit peu dans mon compte bancaire, je regarde le relevé de banque et je regarde en fait les dépenses des mois passés, 3, 4 mois, ça suffit généralement. Et là vous regardez un petit peu, bah tiens, qu'est-ce que c'est cette ligne, qu'est-ce que c'est ce truc-là, qu'est-ce que c'est ce truc-là. Et là vous allez vous rendre compte bah, que finalement, euh, il y a des trucs que vous payez depuis des années, parfois des mois, et qui sont finalement pas forcément si indispensables que ça. Et c'est vachement important parce que, imaginons que vous faites 10% de marge sur marge nette hein, sur vos produits ou services. Ça veut dire que si vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires, et ben en fait, vous allez gagner uniquement 100 euros de bénéfices. Et si vous devez en fait payer 100 euros de charges, en fait, ce qui est pas beaucoup, il faut faire en fait 1000 euros de plus, quoi. Donc au lieu de faire 1000 euros de plus de chiffre d'affaires, si vous faites 10% de marge, essayez plutôt de réduire de 100 euros vos dépenses. C'est souvent beaucoup plus facile d'économiser comme ça un petit peu de pourcent. Voilà. Bon, bien entendu, il ne faut pas non plus se mettre dans l'optique de quelqu'un qui est juste là pour économiser, réduire tous les frais, plus rien faire. Ça, en fait, c'est les deux typologies actuellement que je constate hein, parmi les gens qui sont touchés par la crise. Les gens qui sont dans le repli, et bien en fait qui vont essayer de rester chez eux, de réduire les coûts, de faire moins de choses, de faire le dos rond, etc. pour se dire ah ça va passer. Et au contraire, l'autre style qui est un peu plus rare, c'est les gens qui disent allez, il faut en sortir les doigts du cul comme disait Aimé Jacquet, et on va essayer de faire les choses, on va essayer de s'en sortir, etc. Et cette dynamique-là, elle est quand même beaucoup plus valorisante et ça permet en fait de sortir du lot et pas de rester uniquement dans la spirale négative. Voilà. Et justement là-dessus, mon sixième conseil, c'était de voir un petit peu ce que font les autres. Tout le monde dans une crise n'est pas touché par la crise, ou pas de la même manière. Il y a certains qui font des choses assez intéressantes. Vous pouvez regarder ce que font les meilleurs, Amazon, Apple, etc. Repensez aussi au dernier effet waouh. Quand vous avez acheté un produit, quand vous avez acheté un service, qu'est-ce qui vous a fait dire waouh, ah ouais, c'est pas mal. Et c'est là en fait, vous devez dire mais
attends, ce truc-là, est-ce que je peux pas l'utiliser? Moi, par exemple, je le fais systématiquement lorsque je reçois un email qui me fait ouvrir, alors que je suis pas forcément intéressé par le produit, mais s'il est réussi à me faire ouvrir, c'est que l'objet d'email était vraiment sympa. Et donc, je les colle tous dans un répertoire qui s'appelle email. Et de temps en temps, quand je dois écrire un email, je me dis, ah tiens, je vais regarder un petit peu dans ma source d'inspiration et j'essaie de voir si je peux trouver des trucs intéressants. Le dernier point, c'est les partenariats. Comme je le disais, c'est vraiment important de mettre en place des partenariats parce que de plus en plus, ça va coûter de plus en plus cher pour mettre en place des actions. Et en plus, en fait, si vous êtes tout seul à vous galérer à faire tout en place, à mettre tout en place, et ben en fait, ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre de l'argent. Vous allez plus vous en sortir, vous n'allez plus faire que ça. Et donc, si vous êtes deux à partager là-dessus, vous allez pouvoir mutualiser les coûts et mutualiser le travail. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, deuxième partie, c'était comment on va pouvoir accélérer la transformation digitale de la partie administrative. Parce que souvent, moi, je parle du marketing, je parle tout simplement de comment on va faire pour faire la génération de leads, de machin, de bidule, de trucs chouettes. Alors certes, il y a eu tous les classiques. Mettre en place un CRM, mettre en place un site marchand, mettre en place une solution de centre de contact, les outils de visioconférence, les outils de bureautique en ligne, etc., etc. Donc ça, en fait, je ne vais pas vous en reparler parce que c'est des choses assez classiques. En revanche, vous avez en fait d'autres outils qui permettent de simplifier votre administratif. Par exemple, en fait, moi, pendant très longtemps, j'allais écrire moi-même mes courriers, je les envoyais à la poste, les recommander, je les envoyais à la poste. Et en fait, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il y a la poste et d'autres solutions vous permettent d'envoyer des recommandés sur Internet sans vous déplacer. Là, par exemple, je dois envoyer plusieurs bouquins dédicacés à la poste. Bon, je vais faire mon petit trajet habituel, je vais acheter une dizaine de tickets pour envoyer les prochains exemplaires dédicacés, hein. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous allez sur le site internet, vous m'envoyez un email ou un commentaire, hein. J'envoie en fait un livre dédicacé avec en plus un marque-page avec trois conseils, je dirais pas personnalisés, mais trois conseils que j'écris à la mano et qui me viennent en tête quand je vois le nom de la personne. Et donc en fait, voilà, j'essaye de faire un truc un peu personnalisé pour un effet waouh. Quand j'envoie une lettre recommandée, par exemple pour résilier un service ou quelque chose comme ça, on va quand même pas se déplacer à la poste pour ça. Vous avez en fait des services comme par exemple la Poste, Lettre 24 aussi qui existent et qui vous permettent en fait d'envoyer vos courriers directement depuis votre PC. Et donc ça c'est vraiment un gain de temps. Vous évitez de faire votre demi-heure de marche à pied, un quart d'heure d'attente à la poste. L'autre point également que j'utilise pas mal, c'est les logiciels de signature électronique. Allez, ça coûte 25 ou 30 balles par mois et en fait ça vous permet de faire signer les gens à distance des contrats ou des documents, par exemple un document de droit à l'image. Parce qu'en fait les gens, vous n'allez pas lui envoyer un PDF, la personne doit le scanner, doit l'imprimer, etc. C'est la galère. Donc là en fait vous avez tout simplement la possibilité d'envoyer un PDF que la personne va signer par en fait un SMS tout simplement. Et ça c'est vraiment intéressant parce que donc c'est immédiat, mais surtout ça permet de valider systématiquement vos contrats, vos bons de commande, vos offres commerciales. En fait, il y a beaucoup de gens en fait qui se cachent un petit peu devant la complexité. Non, mais j'ai pas le temps de signer, non, j'ai pas le temps de faire ceci, cela. Alors que ça prend 5 minutes et vous pouvez même prendre la personne au téléphone et dire attendez, on va le faire ensemble, je vous montre, regardez, on fait ci, on fait ça. Vous avez reçu le SMS? Ah oui, c'est bon. Et en fait, ça c'est important parce que ça permettra de sécuriser votre business. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de contrat, si vous n'avez pas de devis, si vous n'avez pas de proposition commerciale, qu'est-ce qui va se passer? Une personne, elle va très facilement pouvoir dire ah non, mais votre contrat, je ne renouvelle pas. Et là, vous dites ah, mais non, mais on avait été parti pour 6 mois là. Non, désolé, moi, on avait juste un accord tacite. Moi, j'ai des difficultés financières. Désolé, je coupe dans le budget et la dépense que j'ai décidé de couper, c'est la vôtre. Et là, bim, vous êtes dans de la ramasse. Donc en fait, faites appel à des solutions de signature en ligne. Il y en a plein comme DocuSign, YouSign, Docage. C'est à peu près 25 euros par mois pour un nombre illimité de signatures. Donc vous voyez, c'est pas très cher et ça peut toujours servir. Alors troisième point, si vous êtes dans une entreprise, moi je suis passé en fait au ticket resto dématérialisé et c'est vraiment pratique parce que vous pouvez comme ça euh, tout simplement dépenser votre argent directement sur les sites, sur le supermarché, surtout que vous êtes à la maison en télétravail, vous pouvez vous faire livrer de temps en temps et moi j'aime bien comme ça faire marcher mes petits commerçants en commandant soit en ligne chez eux, soit en fait sur Uber Eats et Deliveroo et compagnie. Alors bien entendu, Deliveroo et Uber Eats, j'essaie de ne pas le faire systématiquement. Je vous parlais de ma petite crêperie, je parle aussi de ma pizza, la pizzeria. J'y vais moi-même, j'appelle au téléphone et je commande. Pourquoi? Parce qu'en fait, Deliveroo et Uber Eats prennent à peu près 30%
sur le chiffre d'affaires qui est réalisé. 30%, eh ben, c'est la marge du restaurant. Donc en fait, ça veut dire que quand vous commandez vers Uber Eats, vous ne rendez pas forcément service au restaurant parce qu'en fait, lui, ne gagne pas d'argent. Et la marge va sur Uber Eats. Alors par contre, moi je commande quand même chez Uber Eats de temps en temps parce que bah, ils vous offrent comme des bons de réduction de 8, 10, 15 euros. Et donc finalement, bah, vous achetez un petit truc en plus que vous n'auriez pas acheté. Vous achetez une bouteille de bière, un dessert, un machin. Et finalement, bon voilà, l'un dans l'autre, c'est un peu plus gagnant. Mais je vous invite quand même à, à commander plutôt directement au restaurant. Surtout en plus que si vous prenez avec une carte ticket resto le paiement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le restaurant va encore se prendre des frais en plus. Alors je ne sais pas si vous imaginez, il y a 30% de tickets de Uber Eats, plus 3% de tickets resto et compagnie. Donc en fait, ben, forcément, ça fait plus grand chose à la fin pour le prestataire au final. Voilà. D'ailleurs, petite astuce, si moi j'utilise donc la carte ticket restaurant en dématérialisé, si vous voulez l'utiliser, utilisez plutôt les applications mobiles comme Uber Eats ou Deliveroo, parce qu'en fait sur le site internet de Uber Eats, vous ne pouvez pas trier selon en fait les restaurants qui acceptent la carte ticket resto. Tandis que si vous allez sur l'application mobile, vous pouvez faire un filtre en disant je veux toutes les entreprises en fait qui acceptent en fait le ticket resto. Et deuxième astuce, installez donc bien sûr l'application Ticket Resto, configurez-la avec Samsung Pay si vous avez un Android et utilisez la carte. Comme ça, en fait, vous aurez deux moyens de payer à la fois la carte, donc physique, et également sur votre téléphone le Samsung Pay. Parce que souvent le problème c'est ça, c'est que bah, vous avez votre carte et vous dites oh putain merde j'ai mis dans votre pantalon, ah non je l'ai laissé à la maison. Et en fait en ayant dans votre téléphone avec Samsung Pay le paiement en ligne, enfin en ligne par téléphone, sans contact, et bien ça va vraiment permettre de vous faire gagner du temps. Voilà. Quatrième point, c'est l'agenda partagé en ligne. Alors ça, en fait, c'est vraiment super utile si vous travaillez beaucoup avec des clients, des prospects et que vous devez organiser des réunions. Moi, en fait, bah, ça m'a vraiment aidé lorsque je devais en fait faire des rendez-vous avec des prestataires, des partenaires ou des clients. Donc voilà, j'ai mon agenda en ligne et j'utilise en fait Calendly et non, c'est You Can Book Me. Vous pouvez me réserver. YouCanBookMe.com youcanbook.me plutôt ou calendly.com sont deux outils en fait qui sont en freemium et qui vous permettent en fait d'exposer votre agenda Outlook sur internet et les gens peuvent choisir comme ça un créneau horaire de telle heure à telle heure et c'est très pratique parce qu'autrement les gens vous disent ouais je suis disponible à telle date et là en fait ils peuvent réserver directement dans votre agenda. Vous avez même des versions payantes où les gens ils peuvent, enfin dans les versions payantes de ces deux solutions-là, vous pouvez même faire des créneaux payants, c'est-à-dire que vous mettez un bouton PayPal associé au rendez-vous et vous pouvez dire aux gens, bah voilà, si vous voulez une session de coaching, ben, il suffit de cliquer sur ce bouton-là, c'est 100 balles de l'heure et vous cliquez et hop, voilà. Le dernier point, si vous êtes dans une entreprise, en fait, utilisez les applications mobiles de gestion de frais. Moi, par exemple, je suis chez un expert comptable en ligne et c'est vrai que jusqu'à présent, en fait, j'avais du mal à faire mes notes de frais parce qu'à chaque fois, il fallait que je les ramène à la maison, et que je les scanne et tout ça. Et en fait, il y a 3 ans de ça, ben, j'ai commencé à utiliser l'application mobile et c'est super pratique en gain de temps parce qu'en fait, j'ai juste à scanner le ticket de caisse et à l'enregistrer et bim, ça y est, il arrive directement. Donc, c'est vraiment des choses qui sont super utiles et qui peuvent vous faire gagner du temps. Voilà. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est un petit peu les bonnes résolutions pour 2021, les bonnes résolutions business. Alors je vous en ai mis 6, vraiment très simple, parce qu'en fait j'ai fait un petit sondage sur LinkedIn, j'ai 170 personnes qui ont répondu et qui m'ont dit, bah voilà, moi ma priorité, je leur ai demandé quelle est votre priorité pour réussir 2021. Il y a à peu près la moitié des gens qui ont dit l'expérience client et la fidélisation. Il y a à peu près un tiers qui m'ont dit investir plus dans le digital. Et 10% c'est maintenir l'existant et 4% c'est réduire les frais. Donc on voit qu'il y a pas mal de gens qui sont dans cet aspect, voilà, l'expérience client fidélisée parce que c'est toujours plus simple de fidéliser que de prospecter sans cesse. Donc le premier point moi, que j'indique comme étant une des clés pour réussir 2021, c'est se concentrer sur sa valeur ajoutée. Il faut couper tous les trucs accessoires, les business qui ne sont pas rentables ou les trucs qu'on a sortis à droite à gauche. Par exemple, moi sur conseil marketing, bah, j'étais sorti sur beaucoup de formations à un moment donné. J'avais des formations sur
développement personnel, j'avais des formations sur 50 000 trucs, et je vais me recentrer sur Growth Hacking, LinkedIn et Content. Voilà, 3 points, c'est les 3 piliers et je ne vais pas aller beaucoup plus loin. J'ai l'expérience client qui est également intéressante, mais je ne vais pas faire de formation là-dessus en fait. Voilà. Donc en période de crise, il faut vraiment se concentrer sur ses forces et sur ce qu'on est reconnu comme étant un expert. Il faut faire en sorte que les gens qui demandent à des amis, est-ce que tu peux me dire pour toi qui est l'expert numéro un dans tel domaine? Il faut que ce soit votre nom à vous qui sorte. Voilà. Pareil, si vous avez une gamme de produits un petit peu large, faites un petit travail qui est simple, c'est la matrice BCG, Boston Consulting Group. En fait, vous allez prendre un petit graphique, diviser en 4 en fait votre page à 4, et vous allez mettre en fait en haut à gauche les produits stars, c'est-à-dire qui ont une grosse croissance du marché et pour lequel en fait vous avez une part de marché qui est relativement importante, hein, voilà, mais qui n'est pas hyper importante. Ça, c'est des produits stars. Ensuite, juste en bas à gauche, vous avez les produits vache à lait. C'est les produits sur lesquels vous avez vraiment une grosse part de marché relative. Le marché, par contre, est un peu stagnant, mais vous faites vraiment du blé. Voilà, les produits vache à lait, c'est ce qui vous rapporte vraiment beaucoup de pognon et qui fonctionne un petit peu tout seul. Les produits stars, c'est des produits qui font encore peu de chiffre d'affaires, mais qui sont en devenir parce qu'il y a une croissance, il y a des besoins, vous savez que le marché est là. Après, vous avez les produits dilemme, c'est les offres que vous avez sorties qui n'ont pas forcément eu un gros succès. Moi, par exemple, j'avais sorti une formation qui s'appelait Content Hacking, qui est vraiment une très bonne formation. Il y a plein d'astuces, de trucs et tout ça. Et en fait, le nom était, je pense, trop compliqué. Content Hacking. Les gens, ils savaient pas ce que ça veut dire. J'aurais dû dire que c'était une formation sur la création de contenu ou sur le référencement. Et c'est vrai que, ou les influenceurs. Et là, tout de suite, j'en aurais beaucoup plus vendu parce que Content Hacking, ça voulait pas dire grand chose. Donc vos produits dilemme, il faut soit accepter de les arrêter, soit vendre cette activité, soit en fait les revoir. Et par exemple, cette fameuse formation Content Acting, si je la revois, je ferai peut-être une formation qui s'appellera Réussir grâce aux influenceurs. Voilà. Puis à la fin, vous avez les produits points morts, c'est aux produits qui vous coûtent de l'argent, où vous n'avez pas une super part de marché, il n'y a pas de croissance, donc là, hop, il faut couper totalement. Voilà, donc ça, c'est des trucs qui sont importants à mettre en place, sachant qu'il ne faut pas non plus, comme je disais, tout casser. Il y a pas mal de gens en fait qui se disent je vais réduire tous mes investissements, toutes mes innovations. Non, il ne faut pas arrêter ces projets de fonds. Par exemple, en fait, avant de lancer la 4G en France, SFR, qui voulait se faire vendre au plus offrant, en fait, a décidé de ne pas travailler sur son réseau 4G. Ils ont pris, au lieu de prendre des nouvelles antennes qui étaient super adaptées, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adapté les antennes existantes. Et c'est pour cela que SFR a un réseau qui est plus pourri que les autres. Donc voilà, il faut savoir qu'investir quand même en période de crise, il faut faire quand même le minimum vital. Voilà. Et prenez vraiment un petit peu 2 heures aussi pour vous dire qu'est-ce qui a fonctionné. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Et bien sûr, ce qui fonctionne bien, c'est ça qu'il faudra travailler de plus. Donc faites une analyse simple de votre gamme de produits. Identifiez les produits stars, les services à garder, à supprimer. Jouez aussi les clients mystères chez vos concurrents. Regardez un petit peu les offres qu'ils proposent. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est intéressant, les arguments, afin de vérifier que vous êtes toujours en face, que vous êtes bien différenciant et que vous êtes toujours un petit peu à la pointe du marché. Et vérifiez également que vos clients, hein, vos personas sont toujours les mêmes et qu'ils ont toujours les mêmes attentes et éventuellement faites-les évoluer. On voit bien qu'avec la crise, une personne n'aura pas les mêmes besoins parce qu'ils vont se dire je vais travailler plutôt sur mon cash, sur exploiter ma base client et ils vont plus être en mode croissance. Voilà. Deuxième point, travailler en mode test and learn et plutôt en amélioration continue qu'en gros projet. Ça, c'est vraiment une des clés. Il faut plutôt être agile. Moi, je dis toujours, c'est pas les grosses entreprises qui écrasent les plus petites, mais les plus agiles qui dépassent les plus lentes. On l'a vu avec Uber, on l'a vu avec tous ces gens-là. Ils ont en fait réussi à dépasser des grosses boîtes parce qu'ils étaient un petit peu plus agiles, originaux, etc. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel dans beaucoup d'entreprises. Parce qu'en fait, dans pas mal d'entreprises, on cherche à sécuriser, c'est la direction qui donne les projets, qui dit il faut faire ci, il faut faire ça, etc., etc. Si vous voulez changer cette culture-là, en fait, il y a quelques éléments à prendre en compte. D'abord, c'est le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur. Il faut que tout le monde ait le droit à l'erreur de tester, qu'il ne soit pas à se faire engueuler, on ne va pas chercher les coupables, mais on va essayer de féliciter les bonnes initiatives et on va chercher des solutions. Inciter à l'autonomie, il y a quelque chose qui est vraiment très simple à mettre en place. Hein. Faites des petits groupes. Vous avez par exemple, je sais pas, une équipe commerciale, une équipe marketing, une équipe DAF. Vous allez leur dire dans cette équipe-là, bon, bonjour, maintenant on va mettre en place, on va essayer de trouver des idées pour développer le business de la boîte, aider la boîte à notre niveau.
Alors donc, va y avoir trois groupes qui vont être faits de trois personnes. Il y a Martin, Micheline et puis Gérard, et puis Toto, Titi et Tata. Vous, votre projet, ça va être ça. Ou alors, enfin, vous proposez un certain nombre de projets en leur disant, bon, vous voulez être en charge de quel projet, quel projet, quel projet, qu'est-ce que vous avez comme idée. Et en fait, en faisant des petites équipes, en incitant à l'autonomie, bah, vous allez pouvoir trouver des solutions originales. Vous allez avoir des gens qui vont un petit peu libérer leur créativité et qui vont dire, ah ouais, pour une fois, on m'écoute, j'avais des idées, etc. Travaille également en petits sprints avec des petites étapes. Le problème, c'est que beaucoup de gens cherchent à trouver la perfection. Et c'est vrai que on parle toujours d'excellence opérationnelle, faire bien du premier coup, etc., etc. Sauf qu'en fait, ben, on arrive à faire 80% des résultats avec 20% du temps, quoi. Et donc, il vaut mieux essayer de travailler sur ces 80% de résultats plutôt que de chercher 90% qui vont vous prendre 30 ou 40% de temps en plus. Voilà. Essayez également de responsabiliser les équipes avec des échéances clés. Par exemple, des points d'avancement. Tiens, on se voit dans 3 semaines pour avancer sur tel truc. Tiens, on se voit dans 4 semaines. Et on cale comme ça des différentes réunions. Ça permet en fait de rythmer ses équipes, de rythmer son agenda. Alors attention, attention, n'imposez pas un rythme qui est trop élevé parce que vous allez essouffler vos équipes. Mais c'est quand même important de le faire. Voilà. Prenez aussi du temps pour réfléchir, par exemple un petit brainstorm ou des choses comme ça. Mais encore une fois, 80% des résultats arrivent dans 20% du temps. Moi, je m'en suis rendu compte, une fois en fait, j'ai animé une réunion et c'est vrai que j'avais marqué trois sujets à l'ordre du jour et en fait, j'avais fait qu'un seul groupe avec 10 personnes et le temps de faire le tour de tout le monde, de faire laisser discuter les gens, putain, ça avait perdu un temps fou. On n'avait pas avancé en fait de la matinée et c'était à la fois bien, mais à la fois c'était frustrant. Et donc, je me suis dit, mais merde, j'ai tenté une autre organisation. Et la fois d'après, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, en fait, j'ai dit, ben voilà, on est 10, on va faire deux sous-groupes. Vous travaillez sur tel sujet, vous travaillez sur tel sujet, et on se donne 45 minutes pour travailler sur le sujet, et je passe de groupe en groupe et on vous aide pour faire là-dessus. Et en fait, de travailler en peu de temps, ça déchaîne la créativité, ça oblige les gens à avoir un résultat, blablabla, et c'est vraiment très 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 sympa. Donc voilà. Donc essayez de créer un moment là-dessus et de faire en sorte que les gens se disent ah ouais, il y a quelque chose qui change dans l'entreprise. Un moment, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui sort de la routine. Par exemple, vous allez réunir l'équipe, ben là dans un lieu externe, ça va être un peu compliqué, mais leur dire voilà, pendant une après-midi, on va travailler là-dessus. De la fierté en disant voilà, on fait ensemble d'un comité un groupe commando ou un truc comme ça pour essayer d'aider la boîte à faire ceci, cela. Expliquer le pourquoi c'est important de faire ça, parce que l'entreprise fait ceci, parce que l'entreprise fait cela, etc. Et créer du relationnel en créant un esprit de groupe en disant voilà, tiens, il y a Micheline, Gérard et puis Mathieu, c'est les spécialistes qui ont trouvé ça, etc. etc., etc. Donc valorisez-les. Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, le cash essentiel, et ben en fait, je vous disais, voilà, sécuriser votre situation, demander les aides, les financements, etc. Et si vous n'avez pas une trésorerie suffisante, essayez peut-être d'imaginer comment vous pouvez aller vous refinancer. Par exemple, si vous êtes propriétaire de vos locaux, ben, pourquoi pas en fait les vendre et devenir locataire. Voilà, il y a des outils comme ça. Alors n'hésitez pas à utiliser des outils de gestion comme QuickBooks, etc. Mais bon, voilà. Prenez votre carte bancaire, vérifiez un petit peu ce qui se passe dans votre relevé de compte et vérifiez en fait si vous avez des contrats récurrents. Et si vous avez des contrats récurrents, moi ce que je vous invite à faire, c'est résilier votre contrat. Vous résiliez votre contrat et en fait vous dites à la personne, bon voilà, avec la crise on résilie tout, mais par contre on va se faire une réunion à telle date et en fait on va remettre à plat un petit peu le contrat pour savoir si on continue avec vous ou pas. Et à ce moment-là, vous pourrez demander un nouveau devis, rechallenger les choses et souvent en fait vous arrivez à renégocier les prix. Voilà. Quatrième point, je l'ai dit tout à l'heure, c'est travailler sur la notion d'expérience client. J'ai bien aimé la dernière pub d'Aldi que vous avez peut-être vu à la télé, qui montre en fait un test en fait réalisé auprès de consommateurs sur du saumon. Et en fait, ils ont mis trois saumons, un qui est marqué prix élevé, l'autre prix moyen, l'autre prix Aldi entre guillemets. Et en fait, les gens qui voient le prix élevé, ils disent ah ouais, il est meilleur que les autres, il est plus fondant, etc. Sauf que c'est le même. Et donc en fait, il y a vraiment une vision et le fait d'avoir un bel emballage, le fait d'avoir une belle marque, un beau logo fait la différence. Donc, ce que je vous conseille de faire, déjà, visez l'excellence opérationnelle. Ça a l'air d'être tout con et d'être une banalité, mais si vous offrez un produit et un service, essayez de faire en sorte que ce soit simple, que ce soit facile, simplifier le parcours client, faire en sorte que si les gens s'attendent à un produit ou un service de qualité, qu'ils aient ce qu'il faut. Vraiment, c'est ça. Évitez la déception. Là, vous n'aurez plus le droit à l'erreur avec la restriction du budget. Il faut vraiment offrir ce qu'on a promis. Donc, être clair sur votre promesse, c'est également ne pas surpromettre. C'est-à-dire que vous allez dire, ouais, vous allez réussir à faire ça avec mon produit. Mais au contraire, il faut plutôt
promettre et surdélivrer. C'est-à-dire que vous allez donner un petit peu plus, un petit bonus, une petite surprise, etc., etc. C'est vraiment le principe en fait de l'expérience client. C'est-à-dire qu'un client qui aura de fortes attentes et qui aura un produit qui est médiocre, ben, il sera super déçu. Un client qui aura de fortes attentes et qui aura une très bonne utilisation sera juste content. Un client en fait qui aura eu des attentes un petit peu normales, voire faibles, et une utilisation qui est excellente, va dire waouh putain je m'y attendais pas, c'est super simple, etc., etc. Donc voilà, donc cet aspect fan est vraiment à travailler. Fluidifier le parcours client, hein, vous pouvez mettre en place un duo humain-automatisation, donc n'essayez de pas mettre que de l'automatisation, mais regardez un petit peu comment vous allez pouvoir faire un petit effet waouh et comment mettre un petit peu d'humain. Moi, je le disais tout à l'heure avec mon bouquin Le Gros Hacking, j'offre une version dédicacée. En fait, je suis passé vraiment à plusieurs méthodes. En fait, il y a pour la première version du livre Le Gros Hacking, en fait, j'en ai quasiment pas vendu en direct. Je disais aux gens, bah, si vous voulez l'acheter, achetez-le sur Amazon. Voilà le lien, tu peux le commander. Bon. Ensuite, je me suis dit, bah, Fred, oh, allez, tu vas comme dédicacer le bouquin et pas que aux influenceurs. Tu vas aussi le proposer aux gens de l'avoir. Donc, en fait, il y a pas mal de gens qui me l'ont commandé. Et c'est vrai que je commandais par boîte de 20 ou 30 les bouquins Gros Hacking. J'étais chez moi, je faisais des dédicaces, j'avais mes enveloppes et je les envoyais à la poste. Finalement, j'avais, je crois, 7 euros de frais de port et le bouquin, je crois, j'achetais genre 18 euros alors que le prix est de 25. Donc finalement, je gagnais que dalle, mais c'était pour le plaisir d'envoyer un truc aux personnes qui le souhaitaient. Et puis après, je me suis dit, mais Fred, tu peux aller plus loin. Et donc, j'ai commencé à faire un bundle, en fait, entre mon livre, Le Gros Hacking, et ma formation. Et si vous regardez, en fait, sur mon site internet, j'ai même été plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez acheter le livre Le Gros Hacking, j'ai fait ce qu'on appelle une fausse offre. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le bouquin tout seul dédicacé à 25 euros. Ensuite, à côté, pour 50 balles, vous avez la formation Gros Hacking, toute seule. Et pour 60 balles, vous avez la formation, plus le bouquin dédicacé, plus l'accès au groupe, etc. Et donc, en fait, forcément, c'est une fausse offre parce que les gens qui venaient juste acheter le bouquin vont se dire ah ouais, mais en fait, si j'achète le bouquin plus la formation vidéo, attends, ça me coûte, ouais, certes 2 fois plus, mais j'ai quand même beaucoup plus de trucs, etc., etc. Et depuis que j'ai fait ça en place, et ben tout simplement, je ne vends plus de bouquins seuls, vraiment. Je vends de temps en temps des formations vidéo seules, mais des bouquins avec la formation vidéo, c'est quasiment ce que je vends le plus. Et donc, je suis passé d'un état où j'avais donc le bouquin à 25 euros où je gagnais rien, au fait que je vends le bouquin et la formation vidéo, et là au moins ça rentabilise mon temps. Alors je gagne pas forcément des millions, hein, et le but c'est pas forcément de gagner des millions avec ça, mais voilà, au moins ça me dit bah, Fred, tu fais pas ça pour rien. Et j'ai même essayé d'avoir un effet waouh, c'est-à-dire que donc j'avais cet aspect dédicacé, mais je me suis dit merde Fred, c'est pas assez encore important d'avoir juste le bouquin dédicacé. Allez, fais ton marque-page avec des petits stickers que tu as volé à ta fille, maintenant j'en ai acheté des vrais que je colle sur une feuille, et puis trois petites citations, conseils que je donne en fait, en plus. Et maintenant, en fait, j'ai rajouté une petite enveloppe dorée qui est envoyée par la poste et qui fait un petit effet waouh. Alors, vous voyez, ça, c'est des choses qui sont qui ne coûtent rien. Allez, ça me coûte 10 centimes de plus, qui ne changent pas les process, mais qui sont intéressants. Donc, à vous de voir donc auprès de vos prospects et clients. Hein, par exemple, lancer une enquête de satisfaction auprès des prospects non acheteurs ou des personnes avec qui vous avez pas encore fait affaire pour leur demander pourquoi ils n'achètent pas, etc., etc. Auprès de vos clients pour détecter les moments waouh où vous pouvez vous améliorer, donc vous envoyez une enquête de satisfaction. Et dans les parcours clients, essayez de voir comment vous pouvez créer un effet waouh. Voilà. Le cinquième point pour réussir de l'année à venir, c'est d'être focus, ne pas s'éparpiller. C'est vraiment important. La tentation est vraiment forte de multiplier les actions, d'être dans tous les sens et d'être sur tous les feux. Non, il faut se dire, mais qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur aujourd'hui? Et faire un stop et dire, qu'est-ce qui aujourd'hui va m'apporter et me permettre de faire la différence. Voilà, ça c'est la première chose. Et quand vous avez ça, vous dites, c'est beaucoup plus simple en fait de travailler. Deuxième chose, essayez de vous fixer ce qu'on appelle une North Star métrique. La North Star métrique, qu'est-ce que c'est? C'est l'indicateur clé qui va servir de boussole pour diriger toutes vos actions. Ben, moi, pendant longtemps, j'en ai déjà parlé, hein, j'avais le chiffre d'affaires, les visites, le nombre de leads générés. Et maintenant, je me dis, Fred, non, ce qui est important, c'est le chiffre d'affaires. Et donc après, à chaque fois que je crée un article de blog, je me dis, mais mes frères, Fred, est-ce que cet article de blog va te rapporter de l'argent? Et parfois, en fait, je me dis, bah non, il ne rapporte pas de l'argent. Mais en fait, je me dis, mais Fred, comment tu peux faire pour cet article qui rapporte de l'argent? Est-ce que tu mets un lien d'affiliation? Est-ce que tu vas faire un article sponsorisé ou quelque chose comme ça? Voilà, le fait de faire ça me permet de mieux réfléchir et de dire, ok, comment je vais pouvoir gagner de l'argent? Un autre exemple.
tous les jours en fait mes contacts Facebook, j'en ai quasiment 5000, en fait j'envoyais une demande d'anniversaire. Et c'est vrai que j'avais très peu de retours parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais sur Facebook, peu de gens répondent systématiquement aux personnes qui vous souhaitent un bon anniversaire. Et donc, à part vos amis proches. Et donc, en fait, je me dis, Fred, putain, tous les soirs, tu passes un quart d'heure à souhaiter des bons anniversaires, et finalement, c'est pour créer du relationnel, créer du réseau, mais tu vois pas un petit peu la rentabilité de tout ça. Et donc j'ai décidé de changer les choses. Et en fait, pour tous les gens qui ont leur anniversaire, je leur fais une promo spéciale sur mes meilleurs produits, avec en fait une promo sur mes meilleures formations. Une promo vraiment exceptionnelle qui est de moins 80% sur tous mes produits au service star. Et donc en fait là, finalement, ça me motive en fait à faire ce travail-là. Et surtout en fait, j'ai pu réengager des personnes sur des process d'achat parce qu'on dit ah ouais ta formation est sympa, est-ce que je peux devenir affilié? Ah j'achète celui-là, etc., etc. Voilà. Donc ça permet de, à la fois moi de rationaliser mon temps et me dire, Fred, tu fais pas ça pour rien. Et deuxième chose, ça rend service, ça aide les gens et ça améliore pour ma notoriété. Voilà. Donc ce que vous devez faire, c'est définir votre indicateur clé et vous dire le matin quelle est l'action que vous devez mettre en place. Dernier point, en fait, c'est les pépites. En fait, dans une entreprise, il y a toujours des pépites. Les pépites, c'est tout simplement des choses qui vous permettent de créer de la valeur. Et à l'inverse, vous avez des cailloux dans l'entreprise. Alors les pépites, qu'est-ce que c'est? Les pépites, en fait, c'est des trucs en fait qui sont sous-exploités et que vous pouvez mettre en avant. Par exemple, c'est un fichier prospect qui n'a pas été exploité, c'est un produit en stock à solder, c'est un partenariat important, c'est une image de marque, c'est des anciens prospects. Bref, en fait, vous allez exploiter cette petite pépite qui reste chez vous et qui va vous permettre en fait d'aller doper les choses. Bon, la pépite aussi, c'est quelque chose de sous-exploité, hein. Si vous n'avez pas un bon taux de conversion, si vous avez par exemple un site internet qui ne convertit pas bien, c'est peut-être ça aussi la pépite, il faut la réveiller. Donc n'hésitez pas également de réactiver les gens. Le dernier point en fait, c'est s'il y a des cailloux. Est-ce qu'il y a des cailloux dans votre chaussure? C'est-à-dire des cailloux dans votre chaussure, c'est des trucs qui vous empêchent d'avancer et ça vous dit c'est ça qu'il faut que je fasse en priorité. Donc identifiez s'il y a une pépite à la fois des produits, des services de l'entreprise et identifiez dans le parcours client s'il n'y a pas ce fameux caillou dans la cheville qui vous fait, enfin dans la chaussure qui vous fait tout le temps chier et qui nuit à l'expérience client, etc. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils vous aideront et je vous souhaite à tous une excellente année 2021 par avance et j'espère que ça va cartonner. Et si vous avez des commentaires sur comment réussir cette année 2021, laissez-moi un petit commentaire en dessous là, en disant par exemple, je sais pas, quel est votre avis, est-ce que ce que je dis vous paraît sensé, est-ce que ça paraît imbécile, qu'est-ce que vous avez comme idée pour réussir cette année, qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour cartonner en 2021, quelle était d'ailleurs votre astuce qui a marché le mieux en 2020. Allez, j'ai hâte de voir vos petits commentaires. À bientôt. Ciao.